Bon, mais premièrement, bonsoir. Bienvenue à cette première soirée témoignage de la saison 2023-2024. Ce soir, on est privilégié. Je vais vous présenter Jean-François dans 30 secondes. Premièrement, je veux remercier Denis Dumais à Montréal, puis mon ami Pierre et Caroline ici présents pour l'aspect technologique parce que j'ai eu très chaud cet après-midi quand j'ai vu qu'on ne pouvait plus baisser l'écran, puis j'avais même pas vu le téléviseur. Jean-François, c'est très facile de présenter Jean-François parce que c'est un des pèlerins les plus aguerris et avec la plus grande ouverture d'esprit que je connaisse. C'est aussi un grand aventurier. Jean-François a marché sur toutes sortes de chemins, mais il cherche souvent le chemin d'exception. Le chemin d'exception autant par son aspect historique que par son aspect assez peu développé, disons, au niveau de l'infrastructure, puis aussi par son aspect explorer des pays où des fois ça va plus ou moins bien. Jean-François, c'est aussi un hospitalier aguerri. Ça fait 4 ou 5 fois qu'il passe, 6 fois qu'il passe 2 semaines à Conques. Conques, c'est un jalon du chemin du Puy-en-Velay pour ceux qui y sont passés. Et puis Jean-François, il va à différentes périodes de l'année, mais ça fait 6 ans qu'il va faire l'hospitalier à Conques. Puis il est allé chercher une expérience d'une richesse absolument incomparable en faisant ça. Puis en même temps, bien, il a rencontré plein de pèlerins de partout dans le monde. Puis il s'est fait des amis un peu partout. J'en dirai pas plus loin. Aujourd'hui, on va entendre parler de pays dont on n'a probablement jamais entendu parler dans le contexte de Compostelle. C'est des pays où il y a eu énormément de mouvements dans l'histoire, puis il y a plusieurs voies qui traversent ces pays-là. Puis Jean-François va nous parler d'une de ces voies-là en particulier. J'en dis pas plus, c'est à lui de nous en parler. J'ai besoin de voir mes notes. Bon, celle-là ou bien celle-là? Celles-là sont mieux. Bon, ben, merci, Jocelyn. Je ne sais pas ce que tu es parti, là, mais je ne te vois plus. OK. Bon. Bonsoir à tous. Je me nomme Jean-François Clément. Je suis membre de l'Association de Compostelle en Outaouais depuis 2012. Ça marche plus. OK. Bon, voilà. Mon écran tactile est tactile. Bon, il me fait grandement plaisir de partager avec vous les détails de mon dernier voyage, soit en 2023. Un très beau voyage d'ailleurs que j'ai terminé il y a maintenant 3 mois. Il s'agit d'un voyage en 2 volets, comme Jocelyn a mentionné, un séjour à l'abbaye de Conques en tant qu'hospitalier et suivi par mon pèlerinage sur la Via Egnatia. Et vous voyez sur le diapo la liste de mes voyages. Mon premier pèlerinage fut fait en 2013 sur le chemin du Puy-en-Velay. Donc, mon but d'année en année étant d'étirer mon chemin un peu plus long à chaque année. Donc, j'avais marché de 2013 à 2019 entre Porto et Rome. Et je devais, en 2020, continuer sur la Via Francigena du Sud, marcher de Rome jusqu'à Santa Maria dei Leuca. Mais en Italie, à cause du COVID, on imposait un isolement de 14 jours à l'arrivée. Donc, au lieu de, je suis parti pour la France, à Conques, à Rocamadour. Et ici, vous voyez sur la carte que je vais vous donner un pointeur laser ici. C'est le chemin que je devais faire en Italie. Et par la suite, je devais continuer vers Durès. Et vous voyez le point rouge qui est juste en dessous de Durès en Albanie. Et c'est de là que je devais partir pour aller jusqu'à Thessalonique ici. Et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Donc, en 2021, la situation avait évolué. Les obligations vers l'Italie se limitaient aux vaccins et aux tests PCR que j'avais. Donc, je suis parti pour Rome. Et j'ai marché de Rome à Marino, 26 km.
C'est tout ce que j'ai fait. Malheureusement, impossible de continuer car depuis la COVID, la plupart des gîtes qui étaient mentionnés dans mon guide n'avaient pas réouvert. Donc, je suis quand même demeuré en Italie pendant 1 mois et j'ai fait touriste. Un beau voyage. En 2022, que faire? Au risque de ne toujours pas trouver de gîte sur la Via Francigena, ma belle amie Denise, ici présente, et moi sommes partis visiter Paris. Et nous avons pris le train vers la Bretagne où nous avons visité Saint-Malo et marché en 4 jours de Rennes au Mont-Saint-Michel. Et plus tard, en septembre, je suis reparti seul à Conques comme hospitalier et je suis revenu avec le COVID. Que du bonheur! Donc, pour 2023, comme la disponibilité des gîtes en Italie était encore incertaine, je me suis dit qu'il serait tout indiqué pour moi d'aller explorer la Via Egnatia, ancienne voie romaine qui relie sur 500 km Durrës, en Albanie, à Thessalonique, en Grèce. Il y a 5 ou 6 ans, je ne savais même pas, je n'aurais pas pu mettre le doigt sur l'Albanie sur une carte. Je ne savais pas où c'était. Donc, l'aventure. Donc, il y a des amis qui m'ont posé la question, pourquoi tu marches encore après 11 ans? Donc, j'ai commencé en 2013 et on est rendu en 2023. Donc, les raisons sont multiples, mais pour l'essentiel, ben, je suis à la retraite. J'ai le temps, j'ai la santé, j'ai les moyens de partir, mais évidemment, ce ne sont pas des raisons suffisantes pour faire des pèlerinages à répétition. Donc, je pars surtout parce que j'ai encore des motivations. Et les motivations sont énumérées sur la diapositive. Mais comme une image vaut 1000 mots, la meilleure réponse que je peux vous donner, c'est peut-être l'ensemble des photos que je vais vous présenter ce soir. Et à la fin de ma présentation, vous allez pouvoir me dire pourquoi je marche encore. Il y en a peut-être encore des raisons pourquoi je n'ai pas compris. Donc, côté pratique, malgré que l'Albanie et la Macédoine du Nord ne soient pas de l'Union européenne ni de l'espace Schengen, aucun visa n'était nécessaire, et ni pour la Grèce d'ailleurs. Et on ne demandait plus de vaccin pour le COVID. Donc, le 5 mai, Denise me conduit à Montréal pour mon vol pour Paris, car avant de partir pour les Balkans, je retourne à l'abbaye de Conques à titre d'hospitalier. D'ailleurs, comme Jocelyn a mentionné, ça fait 6 années consécutives que mes voyages consistent d'un séjour à Conques et d'un pèlerinage. Donc, j'ai une belle histoire à vous conter, mais il faut que je vous dise, j'ai inséré dans une de mes diapos un intrus, quelqu'un qui n'a rien à voir avec la présentation, et à la fin, je vais vous demander si vous l'avez trouvé. Donc, pour moi, mon pèlerinage commence l'instant où je mets la clé dans la porte. Donc, ma présentation aura comme sujet mon très bref passage à Paris, mon séjour à Conques et mon pèlerinage sur la Via Egnatia. Donc, on embarque. J'atterris à Paris et j'en profite pour visiter mon ami Michel qui m'accueille chez lui. J'ai été hospitalier avec Michel en 2018 et en 2019. Et à chaque fois que je vais à Paris, je vais le visiter. Michel habite à 10 minutes du cimetière du Père-Lachaise, que vous voyez sur... et aussi à 10 minutes du Bataclan. Mais cette fois, j'ai vu ces deux places-là, je m'en vais visiter le très beau parc des Buttes de Chaumont. C'est superbe et j'y ai eu droit à un concert que vous avez entendu tantôt, mais je vais vous le faire jouer de nouveau. Un ordre de barbarie. Et voilà. Merci, madame et monsieur. Et c'est tout le temps. Excusez. Et c'est tout le temps que j'ai pour Paris. Donc là, je pars en TGV de Paris à Lyon et de Lyon à Saint-Étienne et je vais coucher au Puy-en-Velay. Ça prend toute la journée pour se rendre là.
Donc, je couche là. Et du Puy-en-Velay, c'est encore très loin. C'est au moins 10 jours de marche. On te voit partir d'ici. Ah oui? Ah, ça me coupe la tête. Ah bon. OK. Donc, c'est 10 jours de marche, mais je n'ai pas le temps de marcher 10 jours pour me rendre compte. Donc, je m'en vais par autobus. Donc, vous allez en autobus. Le départ est à 7 heures le matin avec la compagnie Compostelle-Bus, qui fait le trajet du Puy-en-Velay jusqu'à Conques en 4 heures et demie. Et en suivant toutes les petites routes qui relient tous les villages du chemin du Puy-en-Velay. Vous voyez sur la photo, ça dit 25 arrêts le long du chemin. Faut avoir l'estomac solide. Mais je ne débarque pas à Conques. Je débarque à Golignac parce que j'aime marcher pour arriver à Conques. Donc, je me donne 2 jours de marche pour arriver à Conques comme pèlerin. Donc, c'est le printemps, c'est le début mai, la route est belle, il fait frais, les aubépines sont en fleurs et je couche à Sénérgue. Le lendemain, à Saint-Marcel, je retrouve l'âne Arthur. Il y a des gens qui le connaissent, Arthur, ici. Arthur, que j'ai rencontré lors de mon premier voyage en 2013 et de nouveau en 2020. Mais imaginez cette belle bête-là, elle est encore là. Elle accueille les pèlerins par un superbe concert. Il braie à tue-tête. Il vient nous voir, il braie à tue-tête pour se faire donner des friandises. Donc, vous voyez dans la photo, il se lèche les babines. C'est parce que je viens de lui donner un caramel mou, un Werther's Original. Ça a dû tout lui coller dans les dents, mais je pense qu'il a bien apprécié. Et enfin, après une longue et périlleuse descente, surtout quand le sentier est mouillé, on arrive à l'abbaye de Conques, au village de Conques, sur le GR 65. Donc, ici, il faut mettre les choses au clair. Je vais affirmer des choses que certains ne seront pas d'accord. Mais Conques n'est pas seulement qu'une étape du chemin. Conques, c'est un petit village médiéval, superbe dans sa simplicité. Conques, c'est un abbaye et son église d'architecture romane. C'est le gîte de l'abbaye de l'accueil Sainte-Foy. C'est le cloître de l'abbaye qui abrite le trésor. Conques est un musée vivant. Et il est vivant parce que Conques respire. Conques est une paroisse animée par une congrégation. Donc, pour les hospitaliers qui y retournent régulièrement, nous, on y retrouve des amis et on est accueillis comme des amis. Donc, selon mon expérience des 11 dernières années et 6 comme hospitalier, un séjour à Conques, pour moi, constitue, sans contredit, la plus belle expérience d'hospitalité possible de toute la chrétienté. Vous en faites ce que vous en voulez, c'est mon opinion. Donc, du moment où on y arrive, on se laisse prendre par l'énergie et la beauté des lieux. Donc, et bien sûr, qui dit abbaye de Conques dit aussi la congrégation des frères prémontrés. Ceux-ci sont tous prêtres durant la journée, outre leur responsabilité dans les autres paroisses avoisinantes. Les frères sont à l'église pour chanter les complis, les vêpres et les laudes. En plus, ils célèbrent la messe le midi, la bénédiction des pèlerins et la remise des créanciers le soir. Les 6 prêtres alternent à présider aux offices. Sans eux, l'Église serait une coquille vide, un simple musée sans vie. Vous savez qu'il y a 25 000 pèlerins qui passent à Conques et 600 000 touristes qui passent annuellement. Et les activités de l'abbatiale y sont pour beaucoup. Donc, à l'accueil Sainte-Foy, nous serons 6 hospitaliers pour accueillir jusqu'à 95 personnes. Et la plupart du temps, on affiche complet. Donc, voici l'équipe. La seule personne qui est nouvelle dans l'équipe, c'est la personne en haut à droite, c'est Christine. Donc, contrairement à la majorité des gîtes, aucune formation n'est nécessaire pour devenir hospitalier à Conques. Les nouveaux sont jumelés avec les anciens. Ils apprennent sur le tas. Donc, ma chambre individuelle avec le Wi-Fi, la toilette, la douche, donc le grand luxe. À notre arrivée, les nouveaux, nous prenons le souper avec les 6 hospitaliers qui s'en vont.
Donc, nous sommes 12 hospitaliers à table pour un repas. Eux servent le repas aux pèlerins. Et les nouveaux, nous, on dessert le repas. Et la transition est complétée. C'est aussi simple que ça, parce qu'on est des gens d'expérience, on sait ce qu'on a à faire, et puis on le fait. Donc, après le souper, on prépare le réfectoire pour le petit déjeuner, qui est de 7 à 9 en libre-service. Bonjour Dominique. Parce que de 7 à 9, car les pèlerins doivent quitter à 9 heures. Donc, on le laisse prendre leur petit déjeuner, et ensuite, on a du travail à faire. Allez-vous-en, continuez votre chemin. Vous savez comment c'est. Combien de personnes sont passées à Conques ici? Wow, quasiment la moitié. Bravo! Donc, le lendemain matin, la nouvelle équipe est installée. Avec 95 pèlerins qui partent et un autre 95 qui arrivent en après-midi, on ne peut pas se permettre un bris de service. Il faut que ça roule. Et je vous garantis que ça roule. Le travail n'est pas compliqué pour les hospitaliers. On ne fait pas la bouffe. Je vous présente Jérôme, le chef cuisinier. Les dames, dans les photos du milieu, sont à la lingerie, font la lessive. Et Michel assure les communications et recueille les paiements des pèlerins. Et s'il y a des urgences, ce sont les frères qui gèrent. Ce n'est pas nous, ce ne sont pas les hospitaliers. Nous, on s'occupe de l'accueil. Donc, les pèlerins sont partis. Alain, un des hospitaliers, est en train de changer la literie dans un des 4 dortoirs. Et moi, je m'occupe de nettoyer les sanitaires. Mon travail préféré. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le seul temps que je peux avoir du silence pendant la journée. Il n'y a personne qui vient me parler pendant que je suis en train de nettoyer le sanitaire. Mais je suis aussi le caviste, donc j'assure le service du vin. Donc, vous voyez dans la photo de la photo du bas, c'est mon bureau de travail, avec des bouteilles de vin vides. Il faut que je remplisse. Je continue? OK. Merci, Pierre. Donc, normalement, on termine les tâches du matin vers 11 heures. Ça m'insécurise, mon ami. Nous sommes libres jusqu'au dîner à 12h30, partagé avec les salariés, les hospitaliers, les frères prémontrés, et nous sommes une quinzaine à table pour le dîner. Le dîner, pas le souper, le dîner. Et lorsqu'il fait beau, on mange dehors. J'ai des abeilles autour de moi. La maison soit bien. Donc, malgré toutes les tâches à accomplir, la priorité demeure l'accueil des pèlerins. Nous ne sommes pas des hôteliers, nous pratiquons l'hospitalité et c'est pas pareil. Donc, dans la photo à votre gauche, j'accueille un pèlerin allemand. Et ce pèlerin ne trouve pas de gîte et c'est un ami de notre ami ici, Cécile, qui malheureusement n'est pas ici ce soir. Donc, lui, par hasard, il dit à Cécile, ben, j'ai pas de place à Conques. Cécile m'envoie un message, elle dit, Jean-François, es-tu capable d'accommoder notre ami? Ben oui, parce qu'à Conques, on a toujours une chambre avec 2 lits qu'on ne réserve pas et qu'on garde pour les pèlerins qui arriveraient en retard, qui arrivent, qui n'ont pas de gîte et puis qui sont pris pour coucher dehors. Donc, monsieur s'est pointé, puis je lui ai montré son lit et sa chambre. Il était, comment on dit ça, merci en allemand? Dankeschön. 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 Et à droite, Gérard, 89 ans, qui répète depuis quelques années le trajet entre le Puy et Conques. C'est juste ça qu'il fait, mais c'est ça qu'il fait, à son rythme, et que j'ai eu le plaisir de rencontrer il y a 2 ans aussi. Donc, le dîner se termine à 14 heures. Là, on commence l'inscription. Voici des rencontres dans la photo qui me font grandement plaisir parce que c'est l'accueil des membres de notre association. Cette année, il y a plus de 50 de nos membres de l'association du Québec à Compostelle qui sont passés à Conques durant mon séjour. 50 personnes. Ça me fait grandement plaisir de tamponner leur crédential. Et c'est d'autant plus spécial lorsque j'accueille des personnes que je connais personnellement. On voit bien? OK. Donc, Chantelle Chénier, fondatrice de la région Outaouais de l'Association du Québec en Compostelle en 2001, je crois. Pourtant, Chantelle demeure
en France, mais elle demeure loyale à l'association et à toutes les années, elle me demande pour sa crédentiale tamponnée du tampon de l'Outaouais, donc sa région. Peut-être qu'elle nous regarde d'ailleurs. Et voici Christine, une autre de nos amies d'ici, qui prend le petit déjeuner avec une autre amie. Et à Conques, on ne s'ennuie pas. Vraiment, on ne s'ennuie pas. Il y a un va-et-vient constant et pendant les vacances d'été, il y a des enfants et même après le mois de septembre, des petits-enfants qui viennent nous visiter et c'est toujours agréable. Et souvent, ils sont accompagnés par leurs grands-parents et non leurs parents. Et ici, c'est un groupe des guides de France qui passe nous voir et qui nous donne un coup de main aux hospitaliers. Donc là, je viens de vous présenter le point de vue de l'hospitalier. Mais pour le pèlerin de passage, tout se déroule très vite. Une fois inscrit, s'il le veut, le pèlerin peut, en succession, visiter le trésor du cloître, comme dans la photo, avec le reliquaire de Pépin le Bref, entre autres. Visiter le village, s'acheter un souvenir à la librairie Saint-Norbert ou dans les nombreuses boutiques, aller à l'église assister au vêpres, puis à 19 heures, prendre le souper. Sans contredit, le moment le plus festif de la soirée, surtout que je donne une bouteille de vin par 4 convives. Et ceux qui n'en prennent pas, ben, ils partagent avec les autres. Et ensuite, après, on retourne à l'église pour assister à la bénédiction des pèlerins et la remise des crédentials. Et puis, c'est la présentation du tympan. Donc, là, je vais faire ça. Vous regardant, il faut rentrer dans la scène, parce que c'est aujourd'hui le jour du jugement, c'est aujourd'hui le jour du salut. Toi qui veux rentrer dans cette église, est-ce que tu es prêt à prendre le Christ comme roi et Seigneur et à embrasser tout ça et à renoncer à tout ça pour avoir part avec le Christ au royaume des cieux? La question vous est posée. Donc vous faites comme vous voulez, mais il y a quelques musiciens qui vous ont préparé un bon concert, de cette manière de pouvoir un peu goûter le paradis. Bonne soirée. Mon frère Pierre-Adrien est le chantre. À tous les services, c'est lui qui dirige les chants, et ainsi de suite. Donc là, il invite les pèlerins à rentrer de nouveau dans l'église pour monter et déambuler dans les tribunes ou pour admirer, entre autres, les 104 vitraux de l'abbatiale créés par Pierre Soulages et les 250 chapiteaux, tous différents. Ouais. Ou simplement vous asseoir dans la nef et écouter le concert. Bon, il y a l'an passé, il y avait un frère qui faisait les concerts d'orgue. Il n'est plus là. Donc, maintenant, ils ont des concerts qui varient tous les soirs. Donc, et à la tombée de la nuit, après le concert, vous ressortez sur le parvis d'église pour voir l'illumination du tympan de ses couleurs d'origine avec des faisceaux laser, de lumière laser. Donc, et le lendemain matin, après une bonne nuit de sommeil, vous pouvez retourner à l'abbatiale pour les lots à 7h30, puis prendre votre petit déjeuner afin d'être prêt pour le départ vers 9h. Pour nous, les hospitaliers, c'est comme ça tous les jours pendant 12 jours consécutifs. Et d'un commun accord, les hospitaliers, on peut s'absenter un à la fois pour aller participer à ces choses-là. Donc, voilà. Donc, pour avoir été hospitalier 6 fois à Conques et 11 fois sur les chemins, j'en suis à préférer l'hospitalité au pèlerinage. Le pèlerinage, c'est un défi, c'est une aventure, c'est dur, c'est le canadien. L'hospitalité, c'est un accueil, c'est plus doux, c'est plus humain et c'est peut-être plus de mon âge aussi. Donc, j'enchaîne.
Donc, dans une journée typique, je marche en moyenne 14 km à accomplir mes tâches. Évidemment, les difficultés de chaque tâche varient. Moi, je préfère accompagner les pèlerins à leur chambre et dortoir, ce qui me permet de reprendre la forme avant de partir sur la Via Egnatia. Donc, 12 jours s'écoulent rapidement et nous quittons Conques, fourbus, mais comblés. Donc, message. Si vous êtes appelé à devenir hospitalier à Conques, on vous demande de remplir ce formulaire que vous trouverez sur le site web de l'abbaye. Au plus tard, fin octobre, pour être considéré pour une des 25 périodes disponibles de l'année, une période normalement de 12 jours, que vous choisissez. Si vous faites le compte, 25 périodes fois 6 hospitaliers, à Conques, ils ont besoin de 150 hospitaliers par année, bénévoles. Donc, si vous voulez aller, tentez votre chance. Entre mars et novembre. Bon, on quitte Conques, on s'en va vers la Via Egnatia. Donc, je retourne au Puy en autobus et je m'en vais à Lyon pour prendre mon vol vers Belgrade. Et de Belgrade, je m'en vais à Tirana. À Tirana, qui est la capitale de l'Albanie, et j'atterris à l'aéroport Mère Teresa, qui est du coin. Donc, l'Albanie, c'est 1/3 de la superficie du Nouveau-Brunswick. Ici, la devise monétaire est le lequet, et ça prend 100 lequets pour $1 canadien. Bon, c'est l'équivalent de notre scène. En Albanie, peu de commerces utilisent les cartes bancaires, même dans les hôtels. Puis même, au lieu de payer en lequet, ils préfèrent si on paye en euros. Donc, ils veulent du comptant. Par contre, les distributeurs de billets dans les banques où se procurer les devises fonctionnent très bien avec nos cartes bancaires. Donc, quel préparatif ai-je pris pour m'en aller dans cet endroit-là inconnu? Bien, c'est suite à avoir découvert ce groupe de discussion dans Facebook que vous voyez, Via Egnatia Friends, que j'ai appris qu'il existait une association de la Via Egnatia. Donc, je suis devenu membre et j'ai commandé leurs 2 guides voyage. Voilà le premier guide qui donne le trajet de Durès à Thessalonique sur 500 km. Avec les livres, vous recevez par courriel un lien avec le tracé de la Via Egnatia que j'ai téléchargé sur mon téléphone avec l'application GPX Viewer Pro. Donc, avec GPX Viewer Pro, vous téléchargez le parcours que vous voyez dans la photo de droite. Les 500 km de Durès à Thessalonique. Donc, le prix pour les 2 livres et puis le tracé, c'est 100 $ canadiens. Une bagatelle. Bon, j'ai toujours dit que chaque jour sur les chemins de Compostelle constituait un voyage en lui-même. Et cette année, c'était d'autant plus vrai car logistiquement, comparé aux chemins en France, en Espagne, en Portugal, la Via Egnatia a été compliquée. C'était du nouveau. Premièrement, la Via Egnatia n'est pas balisée. Impossible de suivre ce chemin sans le tracé GPS, ce que je viens de vous montrer. Aussi, il n'y a pas de gîtes sur la route, pas de gîtes comme on les connaît, encore là, sur les chemins de Compostelle. Donc, j'ai rapidement appris que je devais me fier à des applications comme Hotel.com, Booking.com et Airbnb pour trouver des hébergements, surtout dans des hôtels. Donc, dans la diapo, vous voyez le tracé de la Via Egnatia en rouge. Si vous regardez de plus près, au-dessus de mon laser, vous voyez un petit château, une petite forteresse de couleur brune. Il représente les stations romaines espacées toutes les 45 km. Il s'agissait de la distance d'une journée de marche des légions romaines. Et entre les stations, il y avait à intervalles de 15 km des stations de repos. Bien, ces stations, aujourd'hui, sont les villes et les villages qui jalonnent la Via Egnatia. Intéressant. Il y a de l'activité humaine sur le tracé de la Via Egnatia depuis au moins 8000 ans, dont Alexandre le Grand, entre autres, puis l'apôtre Saint Paul, qui est passé par Thessalonique. Et plus récemment, il y a 1000 ans,
la première croisade. Donc, on revient à l'aéroport. Surprise, surprise, j'aperçois avec une certaine fierté cette affiche qui annonce la venue à Tirana du spectacle Notre-Dame de Paris. Et je suis 3 nuits à Durès, qui est la ville où je vais commencer à marcher. Et pour ne pas être pris au dépourvu, j'ai réservé cet hôtel avant de partir de chez moi il y a plusieurs mois. Et je découvre avec plaisir que plusieurs Albanais sont bilingues. Ils parlent l'albanais et l'italien. Ben, je ne parle pas l'albanais, mais je parle un peu, je me débrouille en italien. Donc, ça a fait mon affaire. Donc, je visite la ville rapidement, ce qui reste des arènes romaines. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'en arrivant à l'aéroport, ils ont perdu mon sac à dos. On me dit que je dois le recevoir dans 2 jours. Ouais, ben, je les crois-tu, hein? Donc, j'ai quand même mes bottes, j'ai mon téléphone. Donc, si je ne reçois pas mon téléphone, mon sac à dos à temps, ben, je peux toujours aller magasiner pour aller chercher ce qui me manque. Mais le soir avant mon départ, je reçois mon sac à dos. J'étais tellement content de l'avoir. Vous voyez, je suis en train de danser un slow avec. Que du grand bonheur! Donc, le lendemain, étape numéro 1, je fais les 18 km jusqu'à Golem, en longeant la plage, parce que la place est une longue station balnéaire et toute la plage, il y a des beaux hôtels tout le long. Donc, le lendemain, je quitte la plage et moins d'1 heure plus tard, je suis rendu dans la campagne profonde. Et salope! Donc, l'Albanie rurale est d'une autre époque, sans contredit. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. C'est impossible de converser avec ce jeune homme. OK. Attache-moi. Impossible de converser avec ce jeune homme qui me regardait comme si moi, j'étais un extraterrestre. Ben, vous le voyez, lui, sa monture, c'est pas un petit moped, c'est pas une moto. Il est assis sur son âne. Il a les pattes, il a les jambes encore plus longues que son âne. Les pieds, ils traînent par terre. Et un peu plus loin, c'est un professeur des écoles qui m'arrête. Les gens m'arrêtaient pour faire la conversation. Ils veulent savoir d'où je viens, où je m'en vais, qu'est-ce que je fais là. Il est très sympathique. Il me permet de me reposer quelques minutes assis sur sa moto. Il n'a jamais entendu parler de Compostelle. Pourtant, c'est une personne éduquée. Donc, le pays est majoritairement musulman. Donc, les minarets remplacent les clochers ici. Je demandais le tampon pour ma crédentiale. Très peu de personnes connaissaient Compostelle, très peu de personnes, encore moins de personnes connaissaient la crédentiale. Donc, j'ai fini quand même par me faire comprendre pour avoir un tampon. Mais après ça, j'ai abandonné. C'était trop compliqué. L'appel à la prière. Ce soir, j'arrive à Péchine, qui est, selon toute évidence, à 95% musulman. Donc, je continue mon parcours. Belle journée. Ciao, ciao. Et je continue. Bon, la qualité des hôtels est sans contredit la belle histoire de ce voyage-là. Toutes des 3 étoiles. Et la grande majorité des hôtels sont sur le côté de l'autoroute. Donc, pour 19 à 30 euros, j'ai des hôtels comme ça ici, avec télévision, la Wi-Fi, la douche et l'air climatisé, et avec un restaurant au rez-de-chaussée pour pouvoir prendre le repas. Le désavantage, c'est qu'ils sont sur l'autoroute ou bien dans les villages. Mais à certains endroits, l'autoroute ne passe pas dans les villages. Donc, les hôtels ne sont pas dans les villages, ils sont sur l'autoroute. Donc, il fallait que je quitte la Via Egnatia pour me rendre à l'autoroute où étaient les hôtels.
Donc, au lieu d'avoir des journées de 20 à 25 km, à l'occasion, j'avais des journées qui allaient de 25 à 30 km à cause de ça. Mais d'arriver dans des beaux hôtels comme ça, après une longue marche épuisante, confort total. Les Albanais sont très accueillants et très curieux. Ils ne sont pas timides pour Saint-Saëns. On vient à mes devants, on veut savoir qui je suis, d'où je viens, où est-ce que je m'en vais. Plusieurs personnes, pour eux autres, c'est important de savoir qu'est-ce que je pense de l'Albanie. Donc, ici, grand-papa tient boutique avec ses petits-fils. Et je repars avec une tablette de chocolat qu'ils m'ont offert sur la voie ferrée désaffectée. Journée la plus longue, 39 km. Ici, je fais la pause. Je demande un coke et un café. On me donne 1 litre de lait, un coke, mon café et mon coke. Il n'est pas question de traîner 1 litre de lait avec moi. Donc, j'ai bu mon café, puis j'ai bu le litre de lait avant de partir, puis j'ai mis mon coke, j'ai apporté mon coke avec moi. Mais le lait, ils me l'ont fait gratuitement. On ne peut pas refuser. Donc, merci, messieurs, dames. Donc, le premier tronçon de la Via Egnatia, construit en 146 avant Jésus-Christ, sur une route qui existait déjà d'ailleurs, par Gnaeus Egnatius. Voilà, les amis, 4e jour de marche, et finalement, j'arrive au premier vestige de la Via Egnatia. Ah, je ne vous en dis pas plus. Voici les pèlerins que j'ai rencontrés pendant mon voyage. Ce sont des Néerlandais. Eux faisaient le voyage dans le sens inverse. Donc, on s'est rencontrés. On s'est dit bonjour. On a pris cette photo-là. Puis 15 minutes plus tard, ils sont partis. Je n'ai vu aucun autre pèlerin sur la route pendant tout mon voyage. Solitude bienveillante. Ça ne me tentait pas de parler. Il faut le voir pour le croire. Voilà ce bel âne. Il s'en retourne chez lui de son propre gré. Mais je n'avais pas vu que son maître est juste un peu plus loin. Donc, le bel âne avec son... qui en profite pour brouter quelques fleurs. Voilà, c'est Jean-François qui vous dit au revoir. Bonjour. C'est un peu bizarre parce que quand on voit ces gens, on voit quelque chose qui est... Bonjour. Donc, c'est un peu déroutant. Mais des ânes, on en voit un peu partout. Je suis convaincu qu'il y a une journée où j'ai vu au moins une trentaine d'ânes. Comme bête de somme ou bête de trait. Et on passe de ça, un âne, à un hôtel 4 étoiles. Pourquoi 4 étoiles, celle-là? Parce qu'il y avait une piscine. Superbe piscine. Donc, je suis vite devenu habitué à ce genre de gîte. Surtout pour le prix. Donc, j'arrive à Elbasan, une deuxième grande ville, et aussi une ancienne station romaine. Et l'Albanie est devenue communiste à partir de 1944. Puis en 1993, le pays adopte le capitalisme et se modernise tranquillement. Au moins dans les villes, ça paraît. Dans la campagne, ça ne paraît pas. Et si j'arrête pour prendre des provisions dans cette fruiterie, et on vend là-bas, on n'utilise pas beaucoup de paniers, de sacs, on utilise surtout des paniers pour transporter vos victuailles. Et ici, on vend du marbre. Non, merci. Pas besoin. Et à l'occasion, quand je suis un peu las, je coupe quelques kilomètres de dénivelé et, important, en longeant l'autoroute. En campagne, la modernité se fait attendre. Ici, il y a encore des paysans. Ils sont super gentils. Encore là, ils me voient arriver et ils viennent faire la conversation. On y coupe les moissons à la faux et on les récolte à la fourche.
La dernière fois que j'ai vu un genre de pyramide de foin comme ça, c'est dans une des peintures de Vincent Van Gogh. Écoute, nos grands-parents ne faisaient pas ça. Les miens, en tout cas, ne faisaient pas ça. Et des troupeaux, ben, j'en avais pas de troupeaux. Il y avait une belle vache ici. Le monsieur, il amène sa vache dans la campagne. Et puis, il travaille là, donc il amène sa vache là. Puis, il l'attache. Tu vois, il y a un câble autour des cornes. Et puis, s'il doit aller ailleurs pour travailler, bien, il emmène sa vache avec lui. Puis, il va travailler ailleurs. Donc, on en voit beaucoup de ça. Mais sa pauvre vache-là, je te l'ai traumatisée complètement. Écoutez, elle m'a vu venir d'au moins 100 mètres. Puis au fur et à mesure que j'approchais, elle a pris la belle épouvante ici, puis elle s'est quasiment cassé le cou quand elle est arrivée à la fin de sa corde. Pauvre bête. Et il n'y a pas de clôture, donc il faut qu'ils attachent leur vache. Donc, c'est deux mondes distincts. Vous voyez, les bêtes de somme côtoient les automobiles. Et plusieurs jeunes quittent l'Albanie pour aller travailler. Comme ce jeune homme-là, qui avait 15 ans, qui travaillait dans un bar une station de service, me dit que lui voulait aller soit en Italie ou bien soit en Allemagne pour trouver du travail. Un autre hôtel typique, à Prenjas. Et dans la montagne, ben, on voit ici et là des tout petits cimetières. C'est 2-3 tombes, ça semble des petits cimetières familiaux peut-être. Et à droite, un des 600 000 bunkers construits sous le régime communiste. Supposément que le pays s'est pratiquement ruiné à bâtir ces bunkers-là, en tout cas d'avoir à se protéger. Maintenant, ça traîne, là. Donc là, j'arrive à la ville de Librač. Mais on m'attend à Librač. Comment ça, on m'attend à Librač? Parce que la dame dans la photo de droite, avec le veston noir, Barda qu'elle s'appelle, Barda Alimetta. Elle est responsable de la culture dans sa région et elle me suit sur le compte Facebook, la Via Ignatia Friends, depuis mon départ. Donc, elle sait que j'arrive. Donc, elle vient m'accueillir avec les honneurs dus aux personnalités de marque. Elle m'amène à son bureau, elle me donne un petit verre de boisson locale. On va dîner ensemble en terrasse dans la ville. Gâté pourri. Et elle me dit que les Albanais sont très fiers de leur culture et qu'ils démontrent, entre autres, par la danse folklorique. Mais ces danses-là, il faut bien les pratiquer. Donc, elle dit, ben viens, Jean-François, je vais te montrer comment ils font pour pratiquer. Donc, elle m'amène dans une école qui est tout près de leur bureau. Écoutez, vraiment, là, moi, j'ai trouvé ça génial d'être assis là, dans cet auditorium-là, puis de voir ces jeunes-là qui pratiquent sérieusement leur danse folklorique, qui célèbrent leur culture. Donc, merci beaucoup, Barda. Le lendemain, c'est son mari, qui est à la droite dans la photo, qui est aussi le barbier du village, qui me conduit au sentier haut dans la montagne. Il dit, lui, il ne reviendra pas. Peut-être que c'est ça qu'il a pensé, je ne sais pas. Une chance qu'ils ont fait ça, parce que je pense que j'avais un dénivelé d'à peu près 1000 mètres, sinon. Donc, il m'a emmené en voiture. Et j'ai fait une très longue marche en balcon. Et c'est la dernière marche en Albanie. Et maintenant, je traverse les douanes en Macédoine du Nord. La Macédoine du Nord, c'est un peu plus petit que l'Albanie. On y parle le macédonien, qui est une langue slave, et l'alphabet est cyrillique.
Ici, la devise, c'est le dénar. Un dénar, c'est 2,4 cents, donc à peu près 40 quelques dénars pour $1. Et ici, on accepte les cartes bancaires partout. Pas de problème. Et il y a un superbe lac, Macédoine du Nord. En Macédoine du Nord, le grand lac Ohrid, mais qui fait aussi frontière avec l'Albanie et la Grèce. Un lac à peu près de la dimension 1/3 du lac Saint-Jean. Donc, quand même très important comme superficie, 358 km². Voilà. J'ai fait une erreur, j'ai dit que ça se partageait la frontière avec la Grèce, ça ne touche pas à la Grèce. Donc, c'est entre l'Albanie et la Macédoine du Nord. Donc, je dîne sur le bord du lac, à un restaurant sur pilotis, très agréable. Et tout le long du lac, pour me rendre à la ville de Struga, il y a des monastères et des sanctuaires. Il y a un très beau sentier. Celui-là, je ne le comprends pas. Posez-moi pas de questions, je n'ai pas été m'informer pourquoi cette plage-là s'appelait la Viagra Beach. Non, c'est pas ça l'intrus. C'est vraiment là, c'était vraiment là. Donc, j'arrive à Struga, une petite ville balnéaire de 17 000 personnes, très agréable, plein de touristes. Et le monument à Mère Teresa, la Macédoine du Nord, est un pays depuis 1991. Avant, ça faisait partie de la grande région de la Yougoslavie. Et en route de Struga, je m'en vais vers la ville de Ohrid. Et je vois dans le lac des signes sur le lac Ohrid. Et je continue et j'arrive à la ville de Ohrid. Très belle petite ville, 50 000 habitants, mais plein de choses à voir. Et bien sûr, je prends le temps de les visiter. Et je monte tout à fait en haut à la forteresse du tsar bulgare Samuel Ier. Et la vue d'en haut est vraiment splendide. C'est vraiment très, très beau. Donc, je passe 2 nuits à Ohrid et je quitte. On dit dans mon guide que cette journée-là va être la plus difficile de tout mon voyage. Donc, je pars à 6h15 au lieu de 7h15. Et on part à peu près 700 mètres d'altitude ici. Donc, 2 heures plus tard, je suis rendu à 872 mètres. Je ne sais pas si vous le voyez ici. Là. C'est mon compteur d'altitude. Moi, j'aime bien ça, les statistiques. Donc, ça me prend des statistiques pour prouver que j'ai fait ça. Bon. Et un autre 2 heures plus tard, je suis rendu à 1348 mètres. Mais ce n'est pas fini. Donc, je prends une pause à une belle petite chapelle qui surplombe la ville et je continue. Et 2 heures encore et j'arrive finalement au point culminant à 1550 mètres. Donc, c'est un peu plus de 5000 pieds. Et durant les 6 heures de la montée, j'ai fait au moins une vingtaine de pauses parce que c'était quand même assez raide. Et plus loin, à certains endroits, comme vous voyez dans la photo, il n'y en a plus de sentier. Donc, il fallait que je me serve de mon GPS comme d'une boussole pour suivre mon trajet. Et à d'autres endroits, ben, il y en avait trop de sentiers. Donc, lequel tu suis, encore là, tu suivais ton GPS, tu le gardais sur la traque. Et puis, GPX Viewer Pro me permettait de programmer une alarme si je déviais de mon trajet par plus de 50 mètres. Ça m'est arrivé. J'entendais un bruit, je dis, voyons, c'est quoi ça? C'était mon alarme qui me disait, tu t'en vas à mauvaise place. Et ça te donne le trajet pour retourner en plus. Donc, j'arrive enfin à destination. Là, la prochaine photo va peut-être vous traumatiser, là, donc retenez votre souffle.
La journée la plus difficile, en effet, total de 950 mètres de montée et 800 mètres de descente. À un certain moment donné, j'ai ressenti un picotement intense sur les jambes. Je marchais dans des orties, j'en avais jusqu'aux hanches et j'étais en culotte courte. Pas question d'arrêter. Un peu plus loin, j'ai perdu pied et je suis tombé à plat ventre avec le sac à dos, bien sûr. Le visage par terre, mon téléphone par ici, les lunettes par là. Je me suis pété un genou, mais j'ai quand même eu plus de peur que de mal. Et j'ai réalisé que si je me blessais ici, où il n'y a personne, que ça pourrait prendre des semaines avant qu'on me retrouve. Que du bonheur. Le lendemain, je me dis non, là, ça ne me tente plus de faire de la montagne, donc je vais me payer une journée d'autoroute. Ben, tout va bien, puis d'un coup, je vois, je ne sais pas si vous le voyez. Vous voyez sur l'image, il y a quelque chose qui s'en vient vers moi. Je ne sais pas c'est quoi, je ne peux pas le voir. Hein. Puis, bon, ben là, je ne sais pas quoi dire. Là. Écoute, il y a un cheval sur l'autoroute. Il semble savoir où il s'en va. J'ai aucune idée. Il n'y avait pas de place pour sortir de la route. Il y a sa clochette. Mais il n'est pas maigre. Il s'en va. Mais le trafic est très rapide ici. Donc, le trafic est vraiment très rapide. En espérant qu'il n'y ait pas d'accident qui se produisent. J'entends une auto qui s'en vient. Attention, il y a une auto qui s'en vient. Retenez votre souffle. Peut-être qu'ils sont habitués ici de voir des chevaux sur la route, mais moi je trouve ça. À chaque fois que je regarde la vidéo, j'ai peur qu'il se fasse frapper. Donc, après 33 km d'asphalte, j'arrive à Bitola. Donc, ça me donne un cumulatif de 2 jours de 70 km. Bitola, supposément, ça vaut la peine d'être visité. Donc, j'y passe 3 nuits. Et qu'il y a des roses partout, puis ils sentent bon. Ils sentent bon, ben ils sentent bonnes. Et voici Bitola écrit en cyrillique. Et je vous présente Philippe II de Macédoine, celui qui a fondé la ville. Et le lendemain matin, je prends mon petit déjeuner. Je prends un café turc. Ici, je vous présente Blagoj Zazov. Je connais cet individu de façon virtuelle depuis que je me suis inscrit sur la Via Ignatia Friends. Depuis le début, Blagoj commentait mes publications sur Facebook et m'encourageait de marcher dans son pays, dans sa région. De plus, il m'a prodigué plusieurs conseils durant mon voyage, conseils pratiques, mais aussi d'endroits à visiter, dont le suivant. Il m'a recommandé de visiter le cimetière militaire français de la Première Guerre mondiale. Blagov est le délégué général du souvenir français en Macédoine du Nord et chaque 11 novembre, c'est lui qui dépose les gerbes au cimetière. Donc, je vais pour la première fois visiter un cimetière militaire. Et c'est vraiment touchant de voir toutes ces petites croix blanches-là. J'ai pu consulter le fichier du cimetière. Toutes les croix sont numérotées et identifiées par ordre alphabétique et par ordre numérique. Donc, ça n'a pas été difficile de trouver mon nom. Ça dit bien Jean Clément, mort pour la France. Bon, là, il faut que je vous conte ça. Là, je suis sur le point de quitter le cimetière, puis je vois un groupe de personnes qui arrivent à l'accueil, puis je me dis, ah, peut-être que c'est des Français qui viennent visiter un cimetière français, ce serait logique. Donc, je m'approche pour faire mon écornifleur, pour aller voir si j'entends ce qu'ils disent, si je comprends ce qu'ils disent. Ben, imaginez donc, il n'y avait pas un accent français, il y avait un accent québécois. Ben, Colin! Et là, je m'approche, puis je me présente, puis il dit, ben, nous, on est un groupe qui vient de Montréal. Et puis, moi, je dis, je viens de Gatineau. Donc, il dit, bon, on a 4 personnes qui viennent de Gatineau. Ah oui? Donc, ces 2 personnes-là sont de la première personne qui s'appelle Georges Gravel. Je ne le connaissais pas. Mais la deuxième personne, imaginez,
Il s'appelle Michel Pomainville et c'est l'ancien curé de la paroisse de Embrun et de Marionville, dans l'Est ontarien. C'est ma paroisse natale. Et puis, cette personne-là connaissait très bien mes parents, mes frères et mes sœurs, et a baptisé une de mes nièces. Quelles sont les chances? Tu sais, si ça avait été à Paris, à Montmartre, ou je ne sais pas, mais quelles sont les chances? À Bitola, en Macédoine du Nord. Wow! Mais c'est pour dire qu'il y a des belles choses à voir là-bas. Parce que c'est des tours organisés. Donc, dans plusieurs villes, on a des rues piétonnes et ça crée une belle atmosphère, tranquille, quand on prend un repas sur les terrasses et ainsi de suite. Et c'est un endroit sécuritaire pour les chiens. Là-bas, il y a des chiens partout dans les villes. Les chiens sont un peu partout. Ils passent la journée à dormir. Les gens leur lancent de la nourriture. Ils ne sont absolument pas agressifs. Donc, je n'ai pas demandé, mais j'en déduis que peut-être qu'on les tolère parce qu'ils éliminent la vermine dans les villes. Peut-être. Et à Bitola, il y a un site archéologique, Héraclée, ville fondée par Philippe II de Macédoine, le père d'Alexandre le Grand. Et puis, il a fondé cette ville-là pour protéger les frontières de son royaume. Belle gueule, hein? Donc, je vais visiter ça. Et il y a de la mosaïque partout. Maintenant, cette mosaïque-là, je l'ai trouvée très intéressante car elle montre un lion qui attaque un taureau, mais dans un environnement boisé. Donc, en sortant du site, j'entendais des lions mugir. Pour le vrai, j'entendais des lions qui mugissaient. Je dis, ouf, il y a un zoo pas loin. Mais c'est vrai qu'il y avait un zoo pas loin, puis il y avait des lions, puis c'est vraiment ça que j'entendais. Mais j'ai quand même vérifié pour voir à quand remontait la présence des lions en Grèce. Donc, Aristote, en 350 avant Jésus-Christ, qui était contemporain de Philippe II de Macédoine, mentionne dans ses écrits que le lion, lorsqu'il venait trop vieux, s'approchait des villes pour attraper des gens parce qu'il n'était plus assez fort pour attraper du gibier. Donc, les lions, supposément, sont disparus de cette grande région-là vers 100 avant Jésus-Christ. Ouf! Donc, de Bitola, je me trouve aucun gîte pour les 3 prochains jours. Et pas d'hôtel, pas quoi que ce soit. Donc, je bifurque du tracé de la Via Egnatia et je pars vers Fiorina. Donc, ma dernière journée de marche en Grèce. C'est impressionnant de voir des cigognes perchées au-dessus d'un poteau comme ça. Ils n'ont pas peur des intempéries, hein. Qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, qu'il pleuve, qu'il fasse quoi que ce soit, ils sont là. C'est là qu'ils vivent. Intéressant. Et j'arrive à la frontière grecque, qui est 2 fois la superficie du Nouveau-Brunswick. On y parle le grec et on utilise l'alphabet grec. On utilise l'euro, par contre. Et on est dans l'espace Schengen. On est dans l'espace de l'Union européenne. Donc, vous voici, quand je vous ai présenté ça au tout début, chaque bulle de couleur est un point de départ et un point d'arrivée. Donc, vous voyez ma position GPS et ce point bleu-là, ici. Donc, j'ai un peu plus de la moitié de mon trajet de fait, du parcours de fait. Mais vous voyez aussi que le point bleu est un peu plus au sud que la route qu'on nous propose. Donc, j'arrive à Fiorina et l'hôtel Hellénis. Mais c'est écrit en grec seulement. Écoutez, je ne suis pas capable de voir ça et de dire ça veut dire hôtel Hellénis. Il y a une chance que j'avais mon téléphone qui nous amène à la porte. Donc, comme il n'y a pas d'autre gîte, le lendemain, je prends l'autobus et je fais 53 km en autobus jusqu'à Édessa. Et d'ailleurs, il pleut. Ça a donné comme ça. Et à Édessa, un autre statue d'Alexandre le Grand. Et ici, la rivière est endiguée dans un canal. Et Édessa, en grec, ça veut dire eau, de l'eau. Donc, le canal se divise et alimente plusieurs cascades, le long desquelles on peut descendre pour voir par les escaliers.
Et voilà, le canal commence à dévaler vers la chute. J'y vais de ce pas. Hop. Il y a un petit dévidoir sur le côté ici que je n'avais pas vu. Donc, ce sont vraiment des belles cascades. Donc, Pitou apprécie la musique et eux, ils apprécient le silence. Encore, dans une autre ville, il y a des chiens partout. On n'en fait plus de cas. Au début, c'était un peu déroutant. Et je continue et je suis maintenant à Pella, qui est le lieu de naissance d'Alexandre le Grand. Donc, je visite le très beau musée d'archéologie. Et je vais aller un peu plus vite là, parce qu'on commence à prendre un peu de temps. Et en quittant Edessa, nous sommes retombés au niveau de la mer. Donc, il faisait beaucoup plus chaud après Edessa. Et jusqu'à 11 heures, c'était tolérable. Après 11 heures, on commençait à taper 33, 34, 35 degrés. Et je suis à 35 km de Thessaloniki. Et au moins, les panneaux utilisent les deux alphabets ici. Et à 2 jours plus tard, la vue de mon balcon, on voit en blanc, c'est la ville de Thessalonique qui s'étale sur la mer Égée. Donc, vous voyez que mon petit bouton bleu est rendu ici. Donc, il reste une journée de marche. Donc, tout ça, ça se déroulait en même temps de la saga de la disparition du submersible Titan, qui a été pour voir le Titanic. Ben, quand j'ai vu ce réservoir-là, j'ai dit Titan, Titanic, j'ai fait le lien. Donc, moi, je suivais les nouvelles, car à l'hôtel, j'avais accès à TV5 Monde et j'avais accès aussi à BBC News. Donc, tous les soirs, j'écoutais les nouvelles, j'écoutais des films. Et je savais même que la fumée des feux du Québec était rendue en France. Alors, j'écoutais les nouvelles de Radio-Canada. Incroyable. Donc, dernier jour de marche, 5 chiens défendent le troupeau. Et puis, une chance que le berger était là pour les ramener à l'ordre. Ils m'ont fait peur. Et j'arrive en banlieue de Thessalonique. Le premier regard sur la mer Égée. Et la grande rue principale à Thessalonique, c'est la rue Egnatia. Thessalonique est la deuxième plus grande ville de Grèce, après Athènes, fondée en 315 avant Jésus-Christ par le roi macédonien Cassandre, qui a nommé le nom de la ville de son épouse. Et cette épouse, Thessaloniki, était la demi-sœur d'Alexandre le Grand. Pour ce que ça vaut. Et la vue de mon balcon. Donc, avant de partir en voyage, j'avais réservé ce Airbnb 4 nuits et c'est la vue. Donc, quand tous les hôtels se font dos à dos. Et la ville est très agréable. C'est une ville quand même assez grande, avec des touristes qui fourmillent un peu partout. Un pigeonnier dans le milieu de la ville, un immense cage à oiseaux, aux côtés d'un sanctuaire, et une belle brocante. C'est pas une brocante, c'est une église orthodoxe. Mais c'est très joli, il y a plein d'œuvres d'art là-dedans. Donc, des vestiges romains et d'autres. Bonjour, monsieur le curé.
Et je visite le très beau musée d'archéologie de Thessalonique. Et imaginez, je découvre sur le parterre un Inukçuk. Un Inukçuk en Grèce. Qu'est-ce que ça fait? Il y avait une plaque qui expliquait que le Canada avait offert ça au musée grec pour célébrer le lien d'amitié entre les deux pays. Intéressant. Et le dieu le plus important, Dionysos, le dieu du vin, et une momie. On dit bien dans la plaque que c'est une dame que vous voyez ici, et non un monsieur. Et il y a de superbes icônes. Il y a des superbes icônes un peu partout, mais au musée, c'était vraiment impressionnant. Vraiment très, très beau. Et je quitte pour aller voir cet ancien musée, cet ancien navire qui est un musée. C'est le navire que commandait un officier qui s'était opposé à la prise du pouvoir par la junte des colonels en 1967. Il avait refusé de revenir au port pour répondre à la junte des colonels. Et le dernier message en grec. Ben voilà, vous l'avez entendu en direct de Thessalonique. Ça semble être l'équivalent d'un salon du livre en interweb. Il y a environ une trentaine de kiosques ici qui ne vendent que des livres en grec, bien sûr. Je n'y comprends rien. Voilà, c'est Jean-François qui arrive ici. Rebonsoir. Thessalonique en Grèce, le 28 juin, à 2 jours de mon retour à la maison. Voilà. Donc, après 4 nuits à Thessalonique, c'est le temps du départ. Donc, je fais le bilan. Le 30 juin, départ sur Air Aegean, vol de 2h30 vers Munich et 8h30 de Munich à Montréal. Donc, le bilan. Sans contredit, ce fut un très beau voyage qui m'a sorti de ma zone de confort. Avant mon départ, j'ai dû évaluer dans quoi je m'embarquais et faire des recherches et des préparatifs que si je partais, par exemple, sur les chemins en France et en Espagne, je n'aurais pas eu besoin de faire. Et vu le trajet du chemin, qui traversait 3 pays, la logistique du voyage était constamment changeante. Mais j'ai été surpris d'avoir la forme de marcher de très longs trajets. J'ai fait 6 jours de plus de 30 km, donc un 39 et un 37. Avec un sac à dos, avec des dénivelés importants, c'est intéressant que j'en suis arrivé à la conclusion que c'était plus facile pour moi aujourd'hui de faire 35 km que ça l'était d'en faire 25 il y a 10 ans. Il me semble. Aussi, j'ai fait ce chemin en solitaire, mais c'est une solitude bienveillante, sans angoisse. Et après, il est certain qu'avec l'expérience acquise cette année, que la seconde partie de Thessalonique à Istanbul serait beaucoup plus simple. Donc, Compostelle, pour moi, dans son ensemble, est en constante évolution. Je dis dans son ensemble car Compostelle, ce n'est pas simplement une destination. Compostelle est devenu un terme qui désigne toute mon appartenance au mouvement, soit mon implication au sein de l'Association du Québec à Compostelle, mon engagement comme hospitalier et les pèlerinages. Mais les pèlerinages sans considération pour les destinations, que ce soit vers Santiago, le Mont-Saint-Michel, Rome, Jérusalem, le Japon et même les sanctuaires ici au Québec, pour moi, ce sont tous des chemins de Compostelle. Donc, qu'est-ce que 2024 me réserve? J'ai des options, mais je ne sais pas. Est-ce que je retourne à Conques comme hospitalier? Est-ce que je retourne à Rome voir mon ami François? Ou bien est-ce que je continue de Thessalonique jusqu'à Istanbul? Ou bien est-ce que je reste à la maison avec vous autres?
Donc, je veux souligner le travail des équipes crédentiales dans les 8 régions de l'association. Vos équipes de crédentiales ont remis 1224 crédentiales à des membres qui partaient sur le chemin cette année. Plusieurs sont encore sur le chemin. En fin de compte, il en reste encore 30 cette année qui vont partir d'ici la fin de l'année. Donc, ces gens-là travaillent fort pour vous remettre vos crédentiales et on le fait de bon cœur d'ailleurs. Donc, et maintenant, la question qui tue. Avez-vous trouvé l'imposteur? C'est le lion. Et voilà l'imposteur. Parce que quand je suis parti de Bitola, j'ai vu ce lion-là. J'ai dit, je vais passer vite, peut-être qu'il ne me verra pas. Donc voilà, sur ça, j'ai terminé. Merci de votre écoute et je retourne la parole à Jocelyn. Oui, ben, surtout un commentaire, ça prend vraiment euh, du courage pour aller sur ces chemins qui sont vraiment pas connus. Fait que merci Jean-François d'ouvrir nos horizons vers des chemins méconnus et là où il y a beaucoup moins de monde, hein, je sais que depuis 2 ans, il y a comme c'est la ruée vers l'or sur les chemins de Compostelle. Donc, on essaie de trouver des chemins alternatifs. Puis aussi, ben, merci d'avoir parlé des crédentials. Je trouve ça vraiment intéressant. Ça doit être presque une année record de mémoire, là. Je pense que vraiment, ça va être une des années à souligner. Fait que bravo, Jean-François, pour tout. Ben, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Vous savez qui est Joanne Morin? Notre présidente. Ah. J'ai beaucoup apprécié le petit bout comme hospitalier aussi, moi, particulièrement. Là, je trouve que tu as fait à la fois une belle présentation du travail concret, mais aussi, je dirais, de l'esprit de l'hospitalité. Et bien évidemment, ça donne le goût d'aller à Conques. Donc, tu es un bon porte-parole. On pourrait dire ça au prémontré que Jean-François est un bon porte-parole de Conques. Oui. Merci. Oui, la question était que, oui, en effet, j'ai rencontré seulement 2 pèlerins, donc c'est un voyage en solitaire. Comment ça se compare avec mes autres voyages? Bien, en fait, j'ai déjà fait un voyage semblable quand j'ai marché de Arles jusqu'à Vercelli sur la Via Domitia qui traversait la Provence et les Alpes, et là non plus, il n'y avait personne. Donc, ce n'était pas la première fois que je marchais en solitaire. Au tout début, c'est déroutant, puis ensuite, on vient qu'on s'habitue d'être seul. On fait confiance à nos outils pour se guider et ainsi de suite. Et puis, mais j'ai remarqué que quand je marche seul, je fais plus attention. Je suis conscient que je suis seul et puis que s'il m'arrive quelque chose, ben, c'est moi qu'il faut qu'il m'en sorte moi-même. Mais pour moi, la solitude, c'est pas un problème. Maintenant, c'est pas un problème. Même en 2016, quand j'ai traversé les Alpes, ça n'a pas été un problème non plus. Ça prend pas de temps qu'on s'habitue. Tu veux essayer? Et en effet, le commentaire de Jocelyn, c'est un commentaire que j'aime à utiliser assez régulièrement, c'est que le plus beau chemin que vous faites, c'est celui que vous êtes en train de faire à ce moment-là. Donc, moi, c'est à peu près comme ça que je vois. J'ai assez de choses à me tenir sur le qui-vive en faisant mon chemin que de ressentir un manque quelque part parce que je suis seul ou je ne sais pas. Donc, c'est pas pour tout le monde. C'est une route qui est, comme je dis, il n'y a pas d'infrastructure pour les pèlerins là-bas. Moi, je couchais dans des hôtels. La personne qui marche présentement pour s'en aller à Jérusalem, elle a un sac à dos, un sac de couchage, et puis souvent, elle va mettre des photos où ce que la personne couche sur le plancher d'une chapelle. Donc, ça ne me tente pas de faire ça. Merci beaucoup, Jean-François. Juste pour clore la soirée, je pense qu'on a tous appris de cette présentation-là. Puis, ça nous confirme encore une fois que, comme Jean-François l'a si bien dit, le plus beau chemin, c'est celui qu'on est en train de faire. Puis le deuxième plus beau, bien, c'est celui auquel on rêve. Ça fait que rêver. Puis l'an prochain, on ne sait jamais, vous allez peut-être pouvoir vivre vos choses.